Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième émission du Web Show. Notre invité de cette semaine sera Paul-Camille Benz. Moi, je suis Paul-Camille Benz, je suis né à Sarreguemines, donc vous connaissez probablement l'est de la France, en Moselle, d'un papa local lorrain qui a épousé une périgourdine, et c'est comme ça qu'on a déménagé à une époque à Aix-en-Provence, parce que mon père était dans l'éducation nationale, et j'ai fait mes études à Aix jusqu'à intégrer les arts et métiers qui étaient à côté de mon lycée d'ailleurs, c'est-à-dire mitoyen carrément. J'ai passé 20 ans à Paris-Bas et mon dernier poste était donc directeur de l'informatique de la banque avec juste 2500 personnes à travers le monde et puis 500 et quelques millions de budget. Une petite chose, quoi, rien du tout. Là-dessus, les petits bonshommes verts de la BNP sont arrivés. Ils ont dit c'est nous les chefs. Alors j'ai dit pas si c'est vous les chefs, moi je m'en vais. Et je suis parti aux AGF à l'époque, qui était une filiale d'Allianz, qui essayait vainement ou difficilement de fusionner trois compagnies. Et on m'a recruté pour mettre de l'ordre, donc j'ai fait ça pendant quelques années avant de prendre ma retraite en 2007. Et en 2007, j'ai pris ma retraite, je montais ma petite SARL pour continuer à faire un peu de conseil. Et je continue encore à faire un peu de conseil dans le domaine de la qualité logicielle. Moi, j'ai un titre un peu pompeux, directeur pour l'Europe d'un consortium pour IT Software Quality qui est basé à Boston et qui donc s'occupe d'établir des normes de qualité pour les logiciels de gestion. Voilà. Donc, parti avec une carrière a priori d'ingénieur plutôt tournée vers l'usine et la fabrication. J'ai atterri tout à fait ailleurs. Je continue d'avoir des activités à droite à gauche. Je suis administrateur des maternités catholiques en France. Je fais un truc comme ça. À un âge plus jeune, vous aviez eu le passage donc de l'ENS du pétrole justement et des moteurs pour passer vers l'informatique. Comment ça se passe C'est-à-dire c'est une affaire d'opportunité, comme d'ailleurs c'est souvent le cas. Je me suis retrouvé à enseigner au Collège du pétrole et des mines qui formait des techniciens et des ingénieurs pour l'Aramco. Donc l'Aramco dont vous avez dû entendre parler, qui est la compagnie qui exploite le pétrole saoudien. Et ces gens-là étaient donc formés par des gens comme moi au dessin industriel, la mécanique, les mathématiques, etc. Et simplement, après avoir fait une année d'enseignement, en anglais d'ailleurs, ça vous dit d'ailleurs, ça a été un challenge assez intéressant que j'ai eu à nouveau en espagnol, puisqu'il a fallu se débrouiller très vite dans des langues comme ça pour gérer les gens. Hein. Mais en Arabie Saoudite, lors de à la fin de la première année, on m'a demandé si j'étais prêt à prendre en main les systèmes de gestion du collège. Parce qu'il y avait un data center, il y avait des ordinateurs et c'était des machines qui servaient à faire ce qu'on appelle de l'exploitation de ce qui était à l'époque du big data. Et le big data de l'époque, c'était tout ce qu'on faisait pour faire l'exploration pétrolière. Vous savez, les gens faisaient sauter des bombinettes un peu partout et mesuraient la propagation des ondes dans les couches. Et puis, je suis tombé sur l'Air Liquide qui cherchait quelqu'un qui avait déjà une expérience informatique pour prendre en main leurs applications de recherche opérationnelle qui tournaient autour de la gestion des tournées pour les camions, de gestion des investissements, enfin tout un tas de modèles mathématiques intéressants. Et du coup, est-ce que vous avez un conseil à donner, par exemple, à vous, à votre époque, l'informatique s'était pas encore développée. Nous, du coup, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va être développé dans le futur, on ne sait pas ce qui va potentiellement arriver, mais pourquoi vous être donné à fond dans cette voie, en n'ayant pas forcément de certitude, et en être devenu même un directeur mondial, quoi. Faut pas avoir peur. C'est évident que si vous avez peur du risque, il y a des gens, moi j'ai des camarades de promotion qui n'ont jamais fait plus de 20 km autour de l'endroit où ils sont nés, quoi. Hein, ça existe. Ouais. D'accord. Donc si vous êtes comme ça, c'est sûr que vous allez vous acheter des problèmes, surtout aujourd'hui où vous trouvez un travail une fonction dans une entreprise, rien ne vous dit que 3 ans après, elle ne va pas être rachetée, mise en liquidation ou je ne sais quoi d'autre. La solidité des entreprises est aujourd'hui beaucoup moins forte parce qu'elles sont exposées au grand vent de la compétition et de tout un tas de choses. Et donc, le modèle que j'ai connu moi était un modèle où beaucoup de gens de ma promo sont restés toute leur vie dans la même boîte. Quand je suis arrivé à Paris-Bas, j'ai mis 2 ans à me convaincre que j'avais bien fait. On n'est jamais sûr, hein. Ouais. Parmi les gens qui sont sur place, il peut y en avoir qui auraient bien aimé le job qu'on vous a proposé.
Aujourd'hui, si vous voulez, quand vous cherchez un boulot et que vous explorez un certain nombre de sociétés, vous avez une foultitude d'informations qui sont à votre disposition que moi je n'ai jamais connues. Vous avez quand même la possibilité, et vous avez le devoir même, de vous renseigner de façon extensive sur les entreprises qui vous intéressent, parce qu'une des choses qui est importante dans votre génération ou dans les générations qui vous suivront aussi, c'est que vous n'envisagez pas en général des carrières longues. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus, ça devient un ingénieur de projet plutôt qu'un ingénieur d'entreprise, en fait. C'est exact. C'est pour ça que l'immédiat de ce qu'on vous propose est l'essentiel, au moins au début. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y avait, alors il ne faut pas négliger non plus le potentiel d'évolution. Ma question, voilà, elle portait sur ça. Vous avez vécu beaucoup de choses, beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. Et où vous voyez le futur, l'avenir? Comment vous voyez un peu le monde de demain? Quelles innovations vous aimeriez voir être mises en place? Est-ce que vous avez déjà pensé à tout ça? J'ai perdu ma boule de cristal, mais ce que je crois, c'est qu'on va aussi vous compliquer la vie. Hein. On va aussi vous faire vivre un rythme de transformation beaucoup plus fréquent que ce que moi j'ai pu connaître, c'est-à-dire des organisations qui bougent tout le temps, des obligations de performance qui sont peut-être plus fortes et plus prégnantes que ce que moi j'ai connu. Si vous avez des responsabilités sur d'autres gens, par définition, en étant cadre vous allez encadrer des équipes. Donc, vous allez vous trouver avec deux types de challenges. Le premier, c'est bien entendu la performance de vos équipes, et le deuxième, c'est l'attention que vous devez porter aux individus. Aujourd'hui, on vous bassine un peu avec les organigrammes plats, avec la suppression des échelles, Eh bien, je peux vous dire que tout ça, c'est, comme on dit, du BS, hein, c'est un peu du bullshit. On rentre de plus en plus dans le personnel, en fait, dans la vie des gens, les connaître, s'entendre bien avec eux, plutôt que juste être le patron. Ouais, sauf que s'entendre bien avec eux, au moment où il faut livrer, je peux vous dire qu'il y a des moments où il faut bien que... Il y a eu une véritable évolution du style de management. On peut se demander jusqu'où ça ira, qui sera aussi le management du futur, où sera la limite. Le management du futur a des chances de ressembler au management du passé, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas supprimer la notion de responsabilité. Si vous avez une équipe avec, je sais pas, une demi-douzaine de personnes, et qu'on vous dit, voilà, c'est ton projet, tu vas mener cette équipe, qui est-ce qui garantit dans l'équipe? C'est celui qui mène le projet, non? Le gérant, enfin le responsable. Tout à fait, voilà. Qu'est-ce qui contribue? C'est les 5 autres. L'équipe. Les collaborateurs. Voilà. Dans une famille, c'est papa, maman qui garantissent, ça c'est sûr. Ok, c'est pas un des deux, c'est la seule exception que je connaisse. Ou alors il faut alors deux leaders sur un projet. Pourquoi pas? Ça existe aussi. Mais même deux leaders, c'est parfois un peu compliqué. Ce qui change en réalité, c'est beaucoup plus l'attention au contenu du projet, l'objet du projet, l'objectif de ce que vous faites a besoin d'être compris et expliqué. Et ça, c'est quelque chose qui ne se faisait pas tellement auparavant. Ouais, c'est vrai. On ne peut pas répondre à quelqu'un qui dit pourquoi est-ce qu'on fait ça, si vous répondez parce que, c'est idiot, il faut savoir expliquer. Mais à un moment donné, vous avez expliqué, ça va, ça suffit, c'est bon, t'as compris, oui, bon, ok, on y va. Moi, j'avais une question. Alors là, je vais changer un peu de sujet. Je vais partir sur, vous étiez presque un ingénieur du futur dans le passé, j'ai l'impression, parce que vous êtes parti à l'international un peu partout dans différentes entreprises. C'était pas trop dans les mœurs des personnes à l'époque. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire justement, partir à l'international, voir un maximum de choses, ou plutôt rester longtemps dans une entreprise, faire notre expérience, en étant nous des jeunes sortant d'école? S'il y a une chose qu'il faut absolument comprendre, c'est que la compréhension des gens passe par le langage, et que le langage, si vous n'apprenez pas les langues étrangères, vous allez commencer par l'anglais. Il faut que vous soyez bilingue, et pas like the Frenchman who speaks very badly English. Je sais pas quoi, par exemple. Il faut parler correctement les langues étrangères. Si vous travaillez avec des Anglais, alors les Anglais bien sûr, mais même des Allemands, des Nordiques en général, ils parlent tous anglais. Enfin, j'ai eu honte plus d'une fois de voir des collègues qui n'arrivaient pas à articuler 3 idées. L'autre leçon que j'ai apprise, c'est que l'éducation à la française, alors je ne sais pas comment ça se passe dans votre école, mais l'éducation à la française ne favorise pas
suffisamment d'expression en public. C'est des choses que les Américains apprennent quand ils sont gamins à l'école. On leur apprend à s'exprimer devant leurs camarades. Okay? Chez nous, au lieu d'apprendre à s'exprimer, on vous apprend à prendre des notes à toute vitesse, que ce soit sur un PC ou que ce soit à la main, ça ne change rien. Et sachez bien que dans le monde international, on va vous mesurer, entre autres, à cette capacité à communiquer, à vous exprimer, etc. Vous pouvez être un excellent ingénieur, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Si vous êtes incapable de projeter tout ça, c'est déjà un premier handicap, d'accord? Bon, alors après, bien entendu, il y a l'autre aspect qui est être capable d'aller vers les gens, être capable de les écouter, être capable de les apprendre. Si Laurine a été en Colombia, moi j'y suis allé aussi, j'avais un garde du corps d'ailleurs parce que c'était un tout petit peu risqué d'aller se balader à certains endroits. À l'époque, je suis allé parce qu'Allianz avait des filiales là-bas. Mais bon, les Espagnols, ici, ou les Colombiens, c'est pas les Allemands, c'est pas les Anglais, c'est encore autre chose. Et quand vous allez voir des Chinois ou des Japonais, alors là, c'est encore plus loin. Donc, les mentalités sont très différentes et la différence est très marquée aussi. Savoir s'adapter. Comment dire, une réunion qui est programmée pour une demi-heure avec des anglo-saxons, elle dure une demi-heure, avec des Français, elle dure 2 ou 3 heures, avec des Espagnols ou des Turcs, elle dure la journée. C'est pareil, la façon de conduire une réunion, la façon de conduire une discussion n'est pas la même. Et il faut que les Français arrêtent, en particulier, de partir un peu dans tous les sens. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience-là, mais très souvent, quand on met des Français autour d'une table, ils ont vite fait de sortir du sujet. Vous savez, ça s'apprend. Quand vous allez faire une présentation chez les anglo-saxons, très souvent, vous savez, ce qu'on vous apprend, c'est qu'il faut toujours commencer avec une petite blague, une blagounette, un truc un peu drôle, enfin une remarque qui fait sourire, et puis après, vous enchaînez sur votre truc. Et puis, bon, vous apprenez aussi qu'il ne s'agit pas non plus de lire les slides que vous avez foutus, que vous projetez. Et si c'est pour les lire, tout le monde peut le faire tout seul. C'est ça, tous ces trucs-là, c'est quand même assez essentiel. Hein. Enfin, c'est pour vous dire que ça, moi, je l'ai appris à la dure un petit peu. Je l'ai appris sur le terrain, au fur et à mesure, en regardant les autres aussi. Et vous vous nourrissez, on se nourrit des autres, il ne faut jamais l'oublier. Une des choses qui est fondamentale dans l'évolution professionnelle, c'est de se trouver des modèles, d'avoir la chance de rencontrer des gens qui vous inspirent, qui vous montrent des trucs, qui vous apprennent des choses. Moi, j'ai eu des modèles, tout le monde doit en avoir. Bah surtout qu'aujourd'hui, les modèles, on peut les trouver partout, on peut les trouver à la télé, sur les réseaux sociaux, c'est même plus en vrai. Oui, enfin, si c'est pour trouver des modèles pour s'habiller, si c'est pour trouver c'est des choses qui sont essentielles. L'honnêteté, l'éthique, des choses qu'il faut absolument avoir en tête. Le fait que ce qui est promis est dû, la responsabilité, y compris celle des échecs, c'est-à-dire apprendre à se tromper, apprendre à je me suis gouré, je corrige. Okay, à l'assumer, ouais. Et oui, et je sais pas, moi j'ai connu des gens qui passaient leur vie à documenter tout et n'importe quoi pour pouvoir prouver à n'importe quel moment qu'ils n'y étaient pour rien, quoi. Donc ça, et oui, c'est-à-dire que, comme je le dis souvent, il faut savoir si vous préparez le succès ou si vous préparez l'échec. C'est pas la même attitude. Préparer le succès, c'est prendre des risques, par définition, c'est foncer. J'ai vu que vous aviez à la charge d'environ un peu plus de 2000 informaticiens. 2500. 2500 même. Et comment justement on assume en tant que manager, parce qu'à la base on est quand même tous sortis d'école, on devient un directeur, comment on assume justement une responsabilité si haute? Vous apprenez d'abord, on apprend petit à petit, on ne reçoit pas ça du jour au lendemain. Et deuxièmement, la première chose qu'on apprend, c'est que si on n'est pas bien entouré, on n'est bon à rien. Et j'avais donc grosso modo une petite quinzaine de collaborateurs directs. Et c'est ces gens-là qui avaient une grande autonomie par nécessité. Je ne pouvais pas être, avec les décalages horaires et les distances, on ne peut pas être sur le dos des gens tout le temps, mais j'avais bien sûr des audios, des visioconférences assez fréquentes, et surtout, ils étaient réunis tous les trimestres pendant 2 jours, en général à Paris, ou quelque part dans un endroit où on pouvait faire un petit peu de sport aussi. Ça m'est arrivé de les emmener faire du rafting à Morzine ou
faire je sais pas quoi, enfin des trucs comme ça, pour se détendre un peu, y compris un petit déjeuner en Camargue à 6 heures du matin, avec du vin sur la table, ça les avait un peu surpris quand même. Mais c'était rigolo. Voilà. Donc c'est comme ça que ça marche. Je veux dire, il faut plus c'est gros, plus il faut décentraliser. C'est deux choses. C'est-à-dire vous décentralisez, vous responsabilisez, vous mettez les bons à la place. Si les bons sont pas bons, pas assez bons, vous les changez. D'accord. Il faut avoir suffisamment d'outils de suivi pour être sûr qu'ils font bien leur boulot là où ils sont. Et par ailleurs, il faut aussi leur donner des instructions ou des instruments qui leur permettent d'exécuter correctement leurs tâches. Quelqu'un qui inspire, c'est par définition quelqu'un qui aspire aussi, c'est-à-dire qui, au lieu de vous empêcher de grimper, il vous aide à grimper. Quand vous détectez du potentiel chez quelqu'un, vous essayez de le projeter vers l'avant. Vous pouvez très bien aussi avoir des cas de figure dans lesquels la personne n'est pas à sa place. Dans ces cas-là, on se met d'accord pour se quitter. C'est comme ça que j'ai toujours procédé. On a une conversation franche. Parce que c'est ce qui se passe avec les ressources humaines, c'est que le monde autour de vous change. Alors, ou vous changez avec, ou si vous ne le changez pas, à un moment donné, vous êtes complètement déphasé. Si vous êtes déphasé, vous êtes en risque. C'est vrai pour un ingénieur comme pour un employé. Vous rencontrerez des gens qui ne vous écouteront pas ou qui ne voudront pas ce que vous leur proposez. Et c'est là aussi qu'on peut avoir un divorce. Si je prends l'exemple des rémunérations, quand je suis arrivé dans mon dernier poste, il y avait à la fin de l'année une enveloppe pour l'augmentation des personnels et mes collaborateurs prenaient l'enveloppe et ils la tartinaient, tout le monde en avait un petit bout. Je leur ai dit, attendez, non, je suis désolé, mais les rémunérations, elles évoluent en fonction des efforts que les gens font et de leur qualification et de ce qu'ils méritent d'obtenir. C'est pas un droit, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. Enfin, c'est pas la même chose que qu'on augmente en fonction de l'inflation, c'est normal, ça c'est pour tout le monde. Mais après, il y a une individualisation des choses. Tout le monde n'a pas le même talent, tout le monde n'a pas et puis n'oubliez pas, il y a des gens qui sont adaptés à certaines situations et ils peuvent très bien se trouver au mauvais endroit. Donc, si vous voulez vraiment faire quelque chose, aidez-les à le comprendre. Et qu'ils aillent trouver, mais même dans une grande entreprise, on peut toujours trouver un endroit qui correspond aux aspirations des uns ou des autres, à condition que ces aspirations soient basées sur une analyse un petit peu objective de leur potentiel. Je prends un autre exemple tout bête. On a inventé les 35 heures, comme vous le savez, et je me suis trouvé avec tout un tas de cadres confirmés qui ont voulu être à l'horaire. Alors, ça m'a profondément déplu et déçu, et j'ai fait savoir que dans ces conditions-là, je ne confierai jamais un projet à quelqu'un qui est à l'horaire. Parce que ça me paraît totalement incompatible avec la responsabilité de la gestion d'un projet que de poser sa plume à l'heure fixe tous les jours, et puis de laisser en plan un projet qui a peut-être besoin d'être dans une phase un peu critique. Donc l'implication des gens aussi. Mais oui, non, mais si vous gérez un projet, il y aura des jours où vous serez à la bourre et des jours où vous n'aurez rien à foutre. Ça arrive. Enfin, où vous pourrez aller faire 3 courses. C'est comme ça. Avant de continuer, nous allons vous expliquer 2 méthodes de management. Commençons par la méthode agile. La méthode agile propose un management innovant et une gestion de projet qui sort des standards en entreprise. Le tout selon 12 critères, concentrés dans les 4 valeurs suivantes. La première met en avant la communication et les échanges entre les différents acteurs de l'entreprise. La seconde est d'instaurer une collaboration pour établir des liens forts avec les clients, pour créer une confiance et un réseau fiable. La troisième est de prioriser le fonctionnel et le concret pour optimiser les temps d'étude et le temps de travail, tout en assurant un résultat satisfaisant. Pour finir, il faut une bonne capacité de réflexion et de remise en question, pour savoir rebondir et s'adapter aux demandes du marché, ou contrer des aléas imprévisibles. Nous allons maintenant vous présenter le concept de plateforme. Cela consiste à concentrer l'ensemble des savoirs et des étapes de la chaîne de production d'un produit en un même lieu.
Par exemple, réunir les ingénieurs et les techniciens pour anticiper les problèmes et créer un flux d'informations utile. Bien maîtrisée, cette technique favorise de bons résultats pour la chaîne de production et donc une meilleure ambiance de travail. Elle favorise aussi le bien-être de ses employés. On peut prendre par exemple Amazon et ses plateformes de distribution. Et de l'autre côté, il y a des choses un petit peu à la mode, ou des pensées à la mode, un petit peu sur la hiérarchie qui est plutôt sympathique, la hiérarchie qui essaye d'être toujours à l'écoute, la hiérarchie qui fait ci, qui fait ça. On est une équipe, on n'est pas une pyramide. Ah bon, d'accord, très bien, allez-y. Montrez-moi comment ça marche. Dans l'informatique, il y a ce qu'on appelle la méthode agile. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ça. La méthode agile, ça consiste à mettre tout le monde dans la même pièce et puis à dire on va faire un projet. Youpi, Yukaidi, Yukaida, montrez-moi comment vous faites. Non, parce que dans le temps, les méthodes de travail étaient séquentielles. Il y avait ce qu'on appelle waterfall, c'est-à-dire qu'on faisait l'étape 1, la 2, la 3, etc., qui se succédaient. D'accord ? Donc on alignait ça. C'était de la gestion de projet, dans laquelle l'étape 2 attendait l'étape 1, etc. etc. Bon. Et à un moment donné, dans l'automobile, dans les années 80, ils ont ils ont mis en place ce qu'on appelle la méthode des plateformes, c'est-à-dire de mettre tout le monde un petit peu dans le même bâtiment, de façon à ce que les gens qui dessinent la bagnole parlent en même temps avec les gens qui vont faire l'outillage, qui vont penser à la fabrication. Donc l'idée de plateforme, c'est une idée qui est devenue tout à fait naturelle, y compris en informatique. Elle est vraie aussi dans le domaine commercial. Il est normal que les gens du marketing se réunissent avec les gens de la fabrication et les gens de la vente. Après, je ne sais pas si vraiment en termes d'innovation, vous avez des projets que vous avez découverts qui vous intéressent. On a eu un intervenant qui nous parlait de comment il voyait la maison de demain. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voyez l'informatique de demain ou vous allez travailler dans le monde de la banque? Alors, la banque de demain, je ne sais pas trop si vous allez... Écoutez, alors pour parler de la domotique, d'abord, moi j'ai un gendre qui est assez amusé à installer tout un tas de trucs chez lui. Ça devient rigolo, quoi. Vous rentrez, les volets qui se ferment tout seuls, vous savez pas pourquoi. Enfin bon, Alors, la première chose que je peux vous dire, c'est que j'ai appris que l'informatique pouvait se casser la gueule. Donc, ça, quand on a fait de l'informatique, on connaît les risques. Et si je m'occupe aujourd'hui en particulier de la problématique la qualité des applications informatiques, c'est parce que la qualité, elle a un certain nombre d'attributs, elle se décline en un certain nombre d'attributs, en particulier la sécurité. La sécurité sous deux angles, c'est-à-dire la protection des informations, mais aussi la continuité des services. Aujourd'hui, quand vous avez une voiture, vous attendez à ce qu'elle fonctionne quand vous tournez la clé. Bon, l'informatique aujourd'hui, c'est encore tout à fait loin de tout ça. Vos téléphones portables sont des dangers publics. Tout ce qu'on appelle les IoT, l'informatique des terminaux, tous les terminaux sont des points d'entrée pour tous les bandits de la Terre. Pas l'oublier. Les petits logiciels que vous téléchargez sur vos appareils sont des logiciels dont on n'est absolument pas sûr. C'est pas parce qu'ils fonctionnent qu'il faut être sûr. Le problème, c'est que il peut y avoir à l'intérieur, et c'est ce qu'on sait parce que c'est comme ça qu'on l'a constaté. Il peut y avoir des risques importants de piratage, des risques importants. Et ça, c'est la préoccupation des DSI d'aujourd'hui, enfin des directeurs informatiques d'aujourd'hui, d'assurer d'un côté la solidité de leur plateforme et de l'autre la sécurité des informations qu'on leur confie. Pourquoi est-ce qu'Amazon est aujourd'hui aussi puissant? C'est parce que l'informatique d'Amazon est véritablement une des informatiques les plus remarquables qui puissent exister. Et beaucoup de banques ne sont pas du tout au même niveau de sécurité. Il y a eu des désastres sur des systèmes de réservation aérienne. Il y a eu des aéroports paralysés. À la suite de ce genre d'incident aux États-Unis ou en Angleterre, il y a eu, je crois que c'était lors d'un Black Friday, il y a
3-4 ans, il y a eu une panne de carte de crédit à la Royal Bank of Scotland. Vous imaginez un petit peu les gens qui ne pouvaient plus payer avec leur carte de crédit pendant une Pendant journée. le Black Friday. Wow. Ouais, 30% de l'activité d'Amazon est dans l'informatique. C'est-à-dire qu'ils ont construit leur informatique et ils l'ont vendu ensuite. Enfin, ils ont vendu leur service. Aujourd'hui, vous pouvez vous faire héberger chez AWS. Et je peux vous dire que dans l'avenir, il y a de grandes chances pour que la réglementation devienne de plus en plus sévère en matière de gestion des informations. Il y a eu le RGPD, la réglementation européenne sur la gestion des données personnelles, qui implique des pénalités extrêmement importantes si les informations que vous confiez à vos prestataires, quels qu'ils soient, si ces informations ne sont pas protégées correctement, ils risquent gros. Ça concerne moins, je pense, l'informatique de process. L'informatique de process dans les usines, etc., c'est une informatique qui souvent est beaucoup plus sécurisée, beaucoup plus solide que l'informatique de gestion. Mais l'informatique de gestion, elle conditionne très souvent ce qu'on appelle le supply chain. Donc, la supply chain, elle est complètement informatisée. Si vous avez un maillon de la chaîne qui déconne, vous pouvez très bien avoir une énorme problématique de... Donc, le risque de demain, vous pouvez avoir une usine qui s'arrête, tout simplement. Vous avez vu avec le Brexit, vous avez bien vu ce que c'était que de passer d'un flux tendu à un flux tout simplement à l'arrêt. Problème. C'est vrai. Et donc, tout d'un coup, ils n'ont plus de tomates et de machins dans leur rayon. Ça leur fait bizarre quand même. Il va falloir être extrêmement sensible à la société de l'information, sachant que aujourd'hui, on la regarde, beaucoup trop de gens la regardent comme une espèce d'Eldorado, mais c'est un Eldorado qui a ses dangers. Et ces dangers, il faut les connaître, il faut les comprendre. Et quand vous aurez les responsabilités, ça fera partie sans doute des réflexions qu'il faudra avoir. Et moi, je voudrais vous demander votre avis sur les crypto-monnaies. Justement, vu que vous êtes dans l'informatique et en plus dans les banques, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la monnaie pour les voyous. C'est parfaitement spéculatif. Aucun intérêt économique. Si demain vous avez un message comme ça m'est arrivé à moi qui vous dit j'ai pris, je sais pas quoi, j'ai des vidéos qui vous montrent en train de consulter des sites pornographiques et si vous ne me payez pas une rançon en Bitcoin, je vais les publier. Et oui, c'est des trucs qui arrivent aujourd'hui. Donc, bien entendu, comme je n'avais pas de problème, j'ai rien fait, mais c'est comme ça que les criminels se font rémunérer. Et comme c'est pas tracé, il n'y a pas de traçabilité, il n'y a rien. Je pense que historiquement, il y a toujours eu des monnaies de substitution qui étaient des monnaies locales. Ça pouvait être, je sais pas, payé avec des bûchettes ou des trucs comme ça, vous voyez. C'était avant le blockchain, parce que c'est le blockchain qui a aussi permis de fabriquer la Bitcoin. C'est deux choses qui vont ensemble. C'est une technologie informatique qui a permis de fabriquer des crypto-monnaies. On revient encore une fois sur l'aspect sécurité et protection. Mais oui, la protection des individus, la protection des gouvernements, la protection des sociétés, parce que cette société de l'information, elle est vulnérable. Mais du coup, avant de terminer, j'aimerais juste terminer par vous demander quelles sont les, on va dire 3 ou 4 ou 5 qualités qu'un élève ingénieur comme nous en sortant d'école on devrait avoir pour le futur, pour notre vie dans l'entreprise ou en tant que manager. Donc le courage, l'honnêteté et l'écoute. Moi, je pense que ce sont les 3 trucs qui vont vous aider le plus. Quand je dis le courage, c'est aussi la capacité d'entreprendre. C'est-à-dire, tout le reste, c'est ce que vous apprenez. Oui. Vous continuerez d'apprendre. Ça, si vous accumulez de la connaissance, c'est très bien, mais si cette connaissance n'est pas épaulée par ces 3 qualités, ça ne sert à rien. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Oui, c'était très... On écoute tous vos conseils et puis on va les transmettre et essayer de les appliquer au mieux. D'accord. Et dans 20 ans, vous me direz où vous en êtes. Allez, ça marche. On prend rendez-vous. Tout le meilleur pour la suite. Et bonne journée. C'est gentil. Au revoir. Au revoir. L'apparition de tous ces appareils informatiques a néanmoins mis son grain de sel dans le problème de la myopie chez la jeunesse. La prochaine rubrique vous présentera une innovation répondant à cette nouvelle difficulté. Salut à tous, c'est Carlos. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle innovation avec les lunettes Oya et leur verre Mio Smart Vision.
Ces verres sont une solution thérapeutique à la pandémie de myopie attendue dans les 30 prochaines années. En effet, depuis les années 2000, la prévalence de la myopie ne cesse de croître et selon une étude australienne parue dans la revue Ophtalmologie, la proportion de myopes dans le monde passerait de 33 à 50% entre aujourd'hui et 2050. Quelles sont les causes d'une telle augmentation ? Il existe de nombreux facteurs dont la prédominance des activités de prêt, la diminution du temps passé à l'extérieur ainsi que l'élévation du niveau d'études. Face à cette future pandémie, il est essentiel d'intervenir avant l'âge de 10 ans. Des solutions se profilent depuis plusieurs années, comme des traitements à base d'atropine ou encore avec le port de lentilles de contact. Mais pour la première fois, l'entreprise Oya lance un verre de freination de la myopie des enfants, les MyoSmart Vision. Tout se joue donc dans les verres. Ceci repose sur la technologie DIMS, qui est présente sur une surface de 33 mm de diamètre sur le verre. Cette technologie comprend une zone optique centrale pour corriger l'erreur de réfraction et de multiples segments de défocalisation entourant uniformément la zone centrale du verre pour contrôler la progression de la myopie. Cela permet d'apporter des rayons en avant de la rétine et empêche l'allongement axial du globe oculaire lié à la progression de la myopie. Ces verres fournissent donc une vision claire à toutes les distances de visualisation et sont bien sûr sans danger pour les enfants, résistants au choc et avec une protection contre les UV. Voici également les caractéristiques techniques de ces verres qui leur permettent d'être aussi efficaces. Une étude clinique de 2 ans menée par l'Université de Hong Kong a permis d'affirmer que ces verres possèdent un effet freinateur de 59% sur la valeur de la myopie. Il existe donc maintenant un moyen sûr, non invasif et efficace de contrôler la myopie. Cependant, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de myopie et que ces verres permettent de corriger uniquement la myopie axiale qui concerne 95% des myopies. Bien entendu, il ne faut pas compter uniquement sur ces verres pour freiner cette myopie. Il est conseillé par exemple de passer plus de temps dehors, de faire des pauses lors d'efforts visuels intensifs de près, de penser à l'ergonomie visuelle comme l'éclairage, la posture et la distance, et enfin il est nécessaire de faire contrôler régulièrement ses yeux par des professionnels afin de détecter les potentiels problèmes de vision au plus tôt. Merci et à bientôt pour une nouvelle innovation. Merci à tous et n'hésitez pas à regarder nos anciennes vidéos.